l'élection fédérale aura lieu le lundi 28 avril. Et pour vous aider à faire votre choix, les principaux candidats dans Bécancour, Nicolet, Sorel, Alnonbac débattent des sujets qui vous touchent. Depuis le club de golf Godefroy à Bécancour, Via 90.5, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec, vous présente Élection fédérale 2025, le débat. Et voici votre modérateur, le journaliste Marc Rochette. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat mettant aux prises les candidats dans Bécancour, Nicolet, Sorel, Alnonbac pour l'élection générale du 28 avril. Et je suis en compagnie d'un panel de journalistes de la région qui vont poser des questions aux candidats. Alex Drouin de Via 90.5. Bonjour, Alex. Bonjour. Nous avons aussi Marie-Ève Veillette du Courrier Sud. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Et Sébastien Lacroix du Nouvelliste. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Nos trois journalistes poseront des questions aux candidats des 5 formations politiques représentées à la Chambre des communes que nous accueillons aujourd'hui dans le chalet du club de golf Godefroy à Bécancour. Par ordre alphabétique, nous avons avec nous aujourd'hui Tommy Gagnon du Nouveau Parti démocratique. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour, bonjour. Yannick Lapierre du Parti vert du Canada. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour à vous. Louis Plamondon du Bloc québécois. Bonjour, M. Plamondon. Bonne journée. Michel Plourde du Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. Plourde. Bonjour. Et Pierre Tousignan du Parti libéral du Canada. Bonjour, M. Tousignan. Bonjour. Donc, comment ça va fonctionner? Chacun des candidats aura d'abord droit à une déclaration d'ouverture de 45 secondes. Par la suite, le débat sera divisé en 5 thèmes. Affaires étrangères et immigration, économie et finances publiques, le rôle du gouvernement fédéral, le développement des communautés et agriculture et environnement. Pour chacun des thèmes, les candidats se verront poser une première question pour laquelle ils auront 30 secondes pour répondre. Puis, nous allons enchaîner avec 2 débats de 3 minutes qui seront lancés par une question de nos journalistes. Et j'aurai la possibilité de poser une question durant l'échange afin de relancer le débat. Une fois que nous aurons abordé les 5 thèmes, chaque candidat aura 30 secondes pour sa déclaration de fermeture. Avant l'émission, un tirage au sort a déterminé le positionnement des candidats sur la scène et l'ordre de passage pour chacun des segments de l'émission. Chaque candidat aura la possibilité de répondre en premier au même nombre de questions et d'initier le même nombre de segments de débat. L'ordre de passage pour les déclarations d'ouverture et de fermeture est déterminé par ce même tirage au sort. Afin que le débat soit le plus enrichissant pour nos auditeurs, nous vous demandons, chers candidats, de respecter le temps de parole qui vous est accordé afin de permettre à tous les candidats de s'exprimer. Nous vous demandons aussi de répondre clairement aux questions afin que les électeurs puissent en apprendre le plus possible sur vos engagements et priorités. Et au public qui est avec nous aujourd'hui au Club de golf Godefroy, nous vous demandons de réserver vos applaudissements pour la toute fin du débat. Alors, merci à tous de votre collaboration. Alors, c'est parti. En vertu du tirage au sort, M. Louis Plamondon sera le premier à faire sa déclaration d'ouverture. Et ma question est la suivante. M. Plamondon, pourquoi avoir décidé de vous représenter pour ces élections générales? Vous avez une période de 45 secondes à partir de maintenant. Tout au long de mes mandats que vous m'avez confiés à la Chambre des communes, j'ai toujours été à l'écoute de vos préoccupations, sillonnant le comté sans relâche afin de connaître vos attentes. Oui, il y a des dossiers importants qui s'en viennent, des négociations avec M. Trump, ce ne sera pas facile, mais une équipe du Bloc pourra s'assurer que les dossiers du Québec feront partie de ces négociations-là. Au-delà des grands enjeux nationaux, il y a aussi vous, citoyens et citoyennes du comté, qui avez recours quotidiennement à mes services pour vous aider à naviguer à travers les services administratifs. Merci, M. Plamondon. Ça passe vite, hein? Oh. Trop. Monsieur Lapierre, à votre tour. Merci. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour cette élection? Bien, premièrement, pour l'abordabilité, l'agriculture,
ce qui se passe avec nos amis du Sud et de mettre fin à la haine. Vous allez voir au fil de ce débat-là. Donc, j'étais tanné du chialage que je faisais devant mon écran. J'ai dit, je veux participer aux solutions. Donc, je vais être à la bonne place pour critiquer maintenant. Donc, je veux m'investir pour l'avenir de ma petite fille et des futures générations. Merci, M. Lapierre. C'est maintenant à M. Tousignan. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour cette élection? Vous avez 45 secondes. Merci. Bonjour. Comme bien des Canadiens et Canadiennes, j'ai eu comme choc suite à la guerre tarifaire de M. Trump et ses menaces d'annexion. Cette tempête vient de changer notre contexte économique et rien ne sera plus comme avant. C'est pourquoi j'ai décidé de me lever et de m'engager. Plusieurs acteurs des domaines économiques, politiques et communautaires m'ont fait part qu'il fallait du changement afin que le gouvernement fédéral soit représenté de façon dynamique dans notre comté. C'est pourquoi je m'engage pour que notre région prenne sa place au sein du gouvernement fédéral afin d'assurer son développement, notre avenir. Merci, M. Tousignan. On poursuit avec M. Gagnon. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour cette élection? En fait, moi, c'est surtout pour défendre les intérêts des gens dans ma circonscription. J'entends souvent parler que les gens n'ont pas les moyens de se trouver un logement abordable. Même, je trouve que c'est quelque chose que je suis prêt à défendre. Pour qu'un jour, on puisse avoir aussi une maison, il faut commencer par un logement. Puis, pour avoir un logement, il faut commencer par quelque chose. Sinon, je suis surtout prêt à m'engager parce que j'ai suivi les conseils de ma consoeur Ruth Hélène. En n'étant plus un simple bénévole, je me suis lancé pour faire entendre ma voix. Merci, M. Gagnon. Et on termine avec M. Plourde. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter pour cette élection? Au-delà de ce qui se passe avec les tarifs avec les États-Unis et nos relations avec eux, il y avait quand même ménage à faire dans la cabane. Au Canada, la dette a augmenté. On n'a pas vraiment de services. On a un chaos au niveau du contrôle de notre immigration. Les gens paient trop de taxes, paient trop d'impôts. Les gens de la classe moyenne en arrachent. Il faut s'occuper d'eux. Il faut placer les Canadiens d'abord. Il faut placer le Canada d'abord. Il faut placer aussi les gens de notre comté d'abord. Donc, moi, ce qui m'anime, c'est de travailler pour ces gens-là, les gens de la classe moyenne. C'est quoi les gens de la classe moyenne? C'est les petites moyennes entreprises, c'est la mère monoparentale, c'est le camionneur. Merci, M. Plourde. Merci. Donc, merci pour votre discipline pour débuter ce débat. Donc, on y va avec le premier thème, Affaires étrangères et immigration. Vous aurez à tour de rôle 30 secondes. Alors, ça, c'est quelque chose, 30 secondes pour répondre à la question d'Alex Drouin de VIA 95. Alors, Alex. Bonjour, les candidats. On peut y échapper. La relation avec les États-Unis est au cœur de la campagne électorale. Quelle est votre position du parti face aux nombreuses menaces de Donald Trump qui ébranlent l'économie québécoise, mais aussi canadienne? Et la question s'adresse dans un premier temps à M. Lapierre. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Le Parti vert du Canada, donc on veut protéger les Canadiennes et Canadiens, Québécoises et Québécois, incluant les gens de la circonscription. Donc, on a présenté un document en 38 points. Donc, 8 points sont au niveau international, 4 points au niveau des frontières, 12 points au niveau de la défense, 9 points au niveau de l'économie, 4 points au niveau des médias et 1 point au niveau de la loi. Merci, M. Lapierre. M. Tousignan, à votre tour. Oui, un gouvernement de Marc Carney sera le gouvernement pour pouvoir négocier avec M. Trump. C'est la personne la plus compétente. S'il y avait un concours pour engager une personne, pour engager un consultant expert dans cette affaire-là, ça serait peut-être M. Carney qui serait engagé. Donc, tant mieux, il s'en va comme premier ministre. Merci, M. Tousignan. C'est au tour maintenant de M. Gagnon. Oui, en fait, moi, je pense que, point de vue des États-Unis, ce qu'on devrait faire, c'est surtout se maintenir, garder notre gestion de l'offre dans le marché qu'on a actuellement, défendre les intérêts des producteurs de ma circonscription, puis, bien entendu, créer de l'emploi pour qu'on s'arrange aussi pour les conserver.
Bien entendu, la crise de l'acier fait vraiment vaciller plusieurs personnes, surtout dans la région, quand on sait qu'on a quand même beaucoup d'alumineries, d'entreprises. Fait que moi, je vais être là pour ma circonscription. Merci, M. Gagnon. Et on termine ce tour de table avec M. Plamondon. Bien, au niveau excusez, M. Plourde, je vous ai échappé. C'est 30 secondes, M. Plourde. Ouais. Alors, nous, il faut d'abord, avant tout, travailler avec les acteurs du milieu, donc les agriculteurs, l'acier, l'aluminium, garder nos acquis. Puis plutôt que de juste répondre avec torse à torse, en faisant des tarifs, nous aussi, bien, s'il y a des tarifs, c'est inévitablement nous, les Canadiens, qui vont payer. Alors, c'est alléger le fardeau fiscal de ces gens-là, ne serait-ce que par des mesures temporaires ou des mesures permanentes, pour qu'il y en ait toujours plus dans nos poches puis qu'il y ait plus de pouvoir d'achat pour les citoyens. Merci, M. Plourde. Et maintenant, on y va avec M. Plamondon. Au niveau du bloc, ce que l'on s'assurera, c'est que dans les négociations qu'on entreprendra avec les États-Unis, ce sera que les dossiers du Québec soient bien présents. À l'heure actuelle, on parle souvent de l'automobile puis du pétrole, mais on oublie de parler des forêts du Québec. Il y a autant d'emplois que dans l'automobile. On oublie de parler de l'aéronautique. On oublie de parler de notre agriculture. Il va falloir être là pour défendre ces dossiers-là fort importants pour le Québec. Merci, M. Plamondon. Tabarnouche. On passe maintenant à un premier débat de 3 minutes avec cette question de Marie-Ève Veillette du Courrier Sud. Marie-Ève? Oui. La guerre tarifaire engagée par Donald Trump bouleverse l'économie mondiale. Plusieurs entreprises subissent ses effets et de nombreux emplois sont en danger. Quelle aide financière le gouvernement canadien devrait-il accorder aux entreprises et aux travailleurs menacés par cette guerre commerciale? La parole est à M. Gagnon pour débuter ce débat. Et n'hésitez pas. C'est certain que moi, je suis un petit peu plus axé sur ma circonscription. Je trouve que malheureusement, les gens, pour contrer le problème de tarifaire, on n'est pas assez au courant de nos produits qu'on a déjà sur notre marché. Je pense qu'on devrait vraiment là, aller de l'avant vers mettre un petit peu plus de resserrer les étiquetages des produits, en général là, de nos producteurs agricoles, par exemple, afin que justement les gens savent qu'est-ce qu'ils achètent, et ainsi de suite, pour qu'après ça... Quelqu'un veut réagir? Quelqu'un veut parler sur ce sujet? Monsieur Tousignan? Oui. OK. On a vu ce matin dans les nouvelles que Honda, la compagnie Honda, veut déménager peut-être aux États-Unis pour s'installer pour la construction de véhicules. Ça, c'est un exemple de ce qui va arriver. C'est un exemple, on va en vivre d'autres, des choses comme ça dans les prochains mois, prochaines semaines. D'autres veulent revenir? Oui. M. Plamondon? Moi, je pense que, en priorité, il va falloir avoir une bonification de l'assurance-emploi pour les travailleurs qui perdent. Au lieu d'avoir 55 de monter jusqu'à 80 ça s'est déjà fait dans le passé, c'était un beau succès. Et aussi pour les entreprises, un soutien par des prêts sans intérêt pour qu'ils puissent rester vivantes pendant un bout de temps, le temps que la crise va passer, parce que M. Trump, son règne va diminuer à mesure qu'à l'intérieur des États-Unis, on va miner son autorité comme on a déjà commencé à le faire. M. Plourde. On parlait de l'industrie automobile. Bien, l'industrie automobile est imbriquée déjà Canada, États-Unis, Mexique. La pression va venir d'elle-même c'est déjà fait, sur le président Trump. On le voit quand il recule. Donc, ça veut dire quoi comme gouvernement canadien? Bien, encore une fois, on n'y échappe jamais. Il faut arrêter de penser que le gouvernement a toujours toutes les solutions à tout. Il faut travailler avec les gens sur le terrain. Donc, ça veut dire, dans le cas de l'automobile, on travaille avec les gens de l'automobile. Dans le cas de l'agriculture, on travaille avec les acteurs agricoles, etc., etc. Monsieur Lapierre, vous voulez réagir? Bien, effectivement, donc nous, au Parti vert et pour le comté aussi, donc établir des réserves stratégiques nationales. Hein? Arrêtons aussi de tout exporter, gardons ici nos produits et transformons-les, ces produits-là. Au lieu de les shipper, excusez-moi l'anglicisme, de les shipper à l'extérieur de cette manière-là. Dernière intervention, on a du temps, 30 secondes? Moi, j'aimerais réagir. Monsieur Tousignan, qui a moins parlé, je crois. Oui, allez-y. Ça a été rapide. Justement, je voulais venir avec ça, avec l'histoire de Honda qui va déménager. Là. Bon, mais c'est un exemple. Il va y avoir des pertes d'emplois dans le domaine de l'automobile. M. Carney a annoncé hier, et encore le répété ce matin, il va investir pour la formation, pour des changements de carrière pour les travailleurs qui vont perdre leurs emplois.
Dernière réaction, bien, c'est terminé déjà. Le 3 minutes est passé. Wow, ça passe vite. Donc, merci à vous tous. Passons à notre seconde discussion, toujours sur le thème des affaires étrangères et de l'immigration. C'est au tour de Sébastien Lacroix du Nouvelliste de poser une question. Sébastien. L'immigration augmente dans la région. Cela met de la pression sur l'offre en logement et le besoin en francisation. Que proposez-vous pour soutenir la communauté dans sa capacité d'accueil alors qu'on vit un boom économique sur la Rive-Sud? On débute ce 3 minutes avec Louis Plamondon. C'est un fait que l'immigration, on avait perdu complètement le contrôle à Ottawa. On a envoyé promener M. Legault lorsqu'il disait que le Québec ne pouvait accueillir 60% des réfugiés. Et ça a obligé le Québec à ouvrir 24 écoles, par exemple, 24 classes à Montréal. Et ça a obligé également toute la structure de l'enseignement et l'incompréhension du fédéral, parce que nous accueillons 60% plutôt que de les répartir dans toutes les provinces, comme le demandait M. Legault, mais on a toujours fait la sourde oreille. Quelqu'un d'autre veut réagir à ce que M. Plamondon dit ou à ce sujet-là? Monsieur qui a levé la main, deuxième. Yannick. Monsieur Yannick, excusez-moi, Yannick Lapierre. L'immigration est très importante pour nous aussi. Cependant, elle doit être encadrée. Et pas juste encadrée au Québec, là, encadrée partout, à toutes les provinces et territoires. Parce que nous avons besoin, notre population est vieillissante, on le sait. Donc, à un moment donné, là, je suis d'accord avec M. Plamondon qu'on ne doit pas tout... Tu sais, le Québec, là, ce n'est pas une poubelle. Monsieur Tousignan, et après ça, M. Plourde. M. Tousignan. Notre système d'immigration, oui, je suis d'accord avec M. Plamondon que, bon, il y en a peut-être trop eu, mais maintenant, on doit continuer de n'avoir. Les travailleurs, les usines de la région de Bécancour, ils sont au courant de ça. Les fermiers, les agriculteurs, ils ont besoin de travailleurs étrangers, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais bien planifié, s'assurer qu'on a du logement pour eux, puis qu'ils parlent français, je suis complètement d'accord avec vous, puis qu'on les aide. C'est au gouvernement du Québec qui ont coupé les cours de formation. M. Plourde, ensuite. M. Tousignan, par contre, votre chef, M. Carney, est encore à faveur de l'initiative du siècle. Donc, on parle de 1 million à 1,3 million d'immigrants. C'est ça que vous appelez contrôler. Moi, ça faudrait peut-être revenir à des cibles plus réalistes, à 300 000 par année, où ce que là, on avait le contrôle, puis on pouvait bien diriger. Quand on vient chercher une immigration ciblée, on fait travailler les gens dans leur domaine. Puis ça, c'est des mesures comme le Parti conservateur où on va faire des transferts aux provinces pour avoir plus de charpentiers. Monsieur Gagnon, je vais laisser la parole avant de terminer. En fait, moi, je pense que c'est un intérêt qui est vraiment important à protéger dans notre région, quand on sait que un travailleur sur 4 en milieu de la santé, c'est vraiment un immigré. C'est sûr que si on coupe là-dedans, on va encore manquer plus de personnel comme il nous en manque actuellement déjà trop. Je pense qu'il faut vraiment là, y aller avec ce qu'on mon confrère, M. Plamondon, dit de justement aller avec une structure là-dedans, un petit peu plus resserrer les vis, mais en même temps, il faut quand même pas oublier que c'était... M. Plamondon, le mot de la fin, 5 secondes. Oui, je le disais tout à l'heure. Ah, mais il me reste 2 secondes. C'est passé. La prochaine fois. Merci à vous 5. On aurait eu besoin de 30. On passe maintenant au second thème de ce débat, économie et finances publiques. Économie et finances publiques. Voilà la première question qui vous sera posée par Marie-Ève Veillette. Oui, l'instabilité économique fait craindre le pire chez plusieurs entrepreneurs. Plusieurs voix s'élèvent pour demander un soutien accru du gouvernement, tandis que des propositions circulent pour encourager la diversification des marchés et faciliter le commerce interprovincial. De votre côté, quel rôle devrait jouer le gouvernement fédéral pour soutenir concrètement l'économie régionale? La question s'adresse dans un premier temps à M. Tousignan. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Encore une fois, on pense que... Sans insinuer rien, M. Carney est parti pour être le prochain premier ministre. Donc, si vous avez un député qui est au pouvoir dans votre région, la différence, ça va être toute là pour appuyer, pour être en contact directement avec Ottawa, pour faire avancer des dossiers qui traînent depuis trop longtemps déjà, pour travailler sur le transport collectif aussi, pas juste sur les PME. On a un gros problème de transport collectif dans la région ici, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler avec les agriculteurs, donc il faut être là. Merci, M. Tousignan. M. Gagnon, à votre tour.
Moi, je pense que si je suis élu, en fait, dans mon comté, c'est certain que mon premier dossier, ce serait vraiment l'agriculture, mais également aussi la couverture réseau, qu'on a vraiment un gros manque encore dans la région. Moi, je trouve pas ça normal qu'en plein centre du Québec, malheureusement, on ne pogne pas de réseau cellulaire ou encore même de connexion Internet quand on sait que tous les gens dépendent aujourd'hui avec le télétravail et ainsi de suite. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a un gros manque dans notre circonscription et qu'on devrait se mettre à jour enfin. Merci beaucoup. C'est au tour maintenant de M. Plourde. Bien, écoutez, ça passe toujours par la diversification économique. Il ne faut pas mettre nos œufs dans le même panier. Donc, à ce niveau-là, pour éviter de l'instabilité, il faut avoir absolument intégré différentes personnes à table pour pouvoir nous aider à diversifier notre économie. Merci, M. Plourde. M. Plamondon, c'est à vous. Vous avez 30 secondes. Je pense que les régions sont les plus connaissantes de leur développement économique et je préconise, et notre parti préconise, des fonds régionaux. Vous vous rappelez, dans la région ici, on a eu le fonds Laprade, qui a été extrêmement utile, géré par des gens de la place. Il y a eu également, lorsqu'il y a eu la fermeture, vous vous rappelez de la fermeture du nucléaire, bien, il y a eu un fonds de 200 millions pour la région qui a été extrêmement utile et décidé par les gens. Merci, M. Plamondon. On termine avec M. Lapierre. Bien, au niveau de l'économie, on a du retard au niveau de l'économie verte. Hein, donc, il faut construire une économie qui fonctionne pour les gens. Hein, et non pas pour les grandes entreprises, entre autres, pollueuses. Et il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne l'économie locale, ce qui va toucher vraiment tous les gens, c'est qu'on va augmenter le seuil d'imposition fédérale de base à 40 000. Donc, au lieu d'être 15 507. Merci, M. Lapierre. Il manque un petit montant à la fin. Donc, on passe maintenant à une première discussion de 3 minutes et je donne la parole à Sébastien Lacroix. Donc, le gouvernement fédéral a largement soutenu la filière des transports électriques, notamment en subventionnant l'implantation de nouvelles usines ici à Bécancour, mais aussi ailleurs au pays. Comment faire pour pérenniser les retombées de la filière batterie et les investissements importants qui sont faits dans le parc industriel et portuaire de Bécancour? Et pour débuter cet échange, je donne la parole à M. Plourde. Le rôle d'un député, c'est d'être les yeux de la circonscription. Donc, encore une fois, je ne le m'attalerai jamais assez, c'est important de s'asseoir avec les acteurs du milieu. Donc, ça veut dire que oui, les industriels ici, le commissaire industriel ici à Bécancour notamment, ça veut dire le gouvernement provincial, puis pour trouver des solutions quand on a des situations comme actuellement avec les batteries, où est-ce que les investisseurs s'en vont, bien, en trouver d'autres ou trouver une autre vocation aux bâtiments qui sont vidés. Okay. M. Tousignan? Oui, la filière batterie, moi j'y crois. On y croit tous. Le gouvernement y croit. Par contre, justement, la transition ne peut pas se faire du jour au lendemain en électrification des transports. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. S'il y a des usines qui, malheureusement, ferment, dans un certain cas, on va se retourner. On a un bel exemple à Sorel-Tracy, où on va avoir un chantier maritime et qu'on veut travailler directement avec Bécancour pour la fabrication de batteries pour les bateaux. Des batteries containers, qu'on appelle. D'autres veulent réagir sur ce sujet, de la filière batterie? Monsieur Lapierre. La fameuse filière batterie, on voit du développement énorme au niveau domiciliaire, entre autres. Là. Et je parlais à des commerçants de Gentilly, puis ils me disaient, Yannick, aujourd'hui, là, je ne vends plus mes sandwichs. C'est bizarre à dire, hein? Mais c'est des travailleurs. Il achetait tout son kit de sandwich à ce dépanneur-là, pas sa essence. Puis aujourd'hui, bien, il en vend quasiment plus. Donc, oui, la filière batterie, mais qu'est-ce que présentement les petits commerces et entreprises perdent? C'est important aussi. Peut-être à M. Plamondon qui voulait réagir. Une question de relance. La filière batterie amène son lot d'opportunités, ses besoins de main-d'œuvre avec en cours. Comment éviter que les PME existantes ne perdent leurs travailleurs au profit des grands joueurs? Ça a toujours été un défi, mais on ne peut pas empêcher les gens d'évoluer. Les entreprises de batterie sont extrêmement importantes et attirent une clientèle en termes de travailleurs qui vient de tout le Québec. D'ailleurs, le parc industriel, 80% des travailleurs ne sont pas du comté, mais sont
de la grande région du centre du Québec. Alors, dans ce sens-là, la filière batterie, c'est tout un acquis pour notre région, mais n'oublions pas que c'est dû d'abord à notre capacité électrique au Québec. Merci, M. Plamondon. M. Gagnon, vous voulez intervenir? Moi, je pense aussi que cette filière-là va être super bénéfique pour la région. Cependant, il faut quand même aussi y aller avec la gestion qu'on a en habitation. Il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de maison. Les maisons ne sont pas achetables dans le coin déjà. Je donne un exemple. Moi-même, ma propre maison que j'ai ici à Bécancour, je ne peux même pas la racheter. Fait que je trouve qu'il faut quand même faire une gestion là, par rapport à ça. C'est bien beau créer de l'emploi, mais il faut que ça soit abordable pour tout le monde. Merci. La ronde de discussion est déjà terminée sur ce sujet. On poursuit toujours sur le même thème de l'économie et des finances publiques avec une question qui vous sera posée par Alex Drouin. Durant la dernière décennie, ce sont 650 milliards de déficits qui se sont ajoutés à la dette fédérale. Au 31 mars, on estimait que la dette dépassait les 1280 milliards. En quelques mots seulement, de quelle façon doit-on s'y prendre pour un retour à l'équilibre budgétaire en tenant compte de la réalité économique actuelle et des impacts des coupures sur la population? Et on démarre cette discussion de 3 minutes avec M. Lapierre. Quand on parle de milliards, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, justement, puis on est comme dépassé de milliards. Le pouvoir d'achat des gens. Donc, je sais que 650 milliards, c'est beaucoup, mais si on redonne le pouvoir d'achat à vous tous, ben ça va ramener des sous dans les coffres. Donc, ça, c'est une option. Monsieur Plourde? Bien, la politique du Parti conservateur, c'est pour chaque nouveau dollar qui est dépensé, il faut en trouver, dans un nouveau programme, il faut trouver une place où couper. Puis il y a bien des places où on peut couper dans le gras avec 37 000 édifices ou terrains qui sont souvent vacants. Il y en a facilement 15 qu'on peut se débarrasser. Puis en plus, 25 de la paperasse qu'on veut couper inutile qui cause problème à tout le monde. Peut-être une réponse à M. Tousignan avant d'aller à M. Gagnon. M. Tousignan? Oui, on a une personne qui est là présentement, Marc Carnet, que je crois que c'est la personne désignée justement pour remettre de l'ordre dans les finances publiques. On est en 2025, on regarde en avant, c'est la personne pour gérer ce dossier-là. Monsieur Gagnon? Moi, c'est certain que je suis aussi pour cette gestion-là. Cependant, aussi pour refaire l'équilibre, c'est pas en coupant dans les services qu'on a en région, comme par exemple dans les services de garde, comme les conservateurs veulent couper, qui va coûter environ 8 000 $ par année à des familles qui ont déjà de la misère à arriver. C'est pas en faisant ça qu'on va faire un équilibre budgétaire. Moi, je pense que c'est beaucoup plus en imposant aussi un petit peu plus les gens qui gagnent plus de 1,5 million au Canada. C'est vraiment là... Monsieur Plamondon, merci, Monsieur Gagnon. Monsieur Plamondon? Bien, c'est sûrement pas en baissant les impôts. Le seul parti, c'est le Bloc qui a dit que non, les impôts, on ne touchera pas à cela. M. Carnet, il veut baisser de 1 %. Qu'est-ce que tu veux aller avec 1 % d'impôts? Mais ça va coûter 6 milliards. Alors ça s'en va sur le déficit. Et M. Poilievre, davantage de coupures. Alors, c'est sûrement pas comme ça qu'on va baisser le déficit. Merci, M. Plamondon. Mais avant d'y aller avec un dernier tour de table, une petite relance. À quel endroit doit-on couper, là? 10 secondes chacun. À quel endroit? On va commencer par M. Plourde. Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais laisser la parole aux autres. Je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. 37 000 édifices, là, okay. On peut en couper 15 25 de paperasse, inutile. M. Gagnon, à quelle place qu'on coupe? Moi, personnellement, je couperais. C'est vraiment au niveau de l'imposition pour les gens qui en ont trop déjà en partant. M. Tousignan? Dans la fonction publique, peut-être, mais jamais toucher aux services sociaux et avantages sociaux des Canadiens. M. Lapierre? Gazière, pétrolière. Ensuite de ça, effectivement, notre baisse à nous, là. Hein? Et en ce qui concerne aussi... Monsieur Plamondon, on coupe. C'est fini, hein? 8 milliards chaque année qu'on remet aux pétrolières, alors qu'ils ont les moyens de vivre amplement. Merci beaucoup. Oui. Déjà, on conclut par ces réponses cette portion du débat consacrée à l'économie et aux finances publiques. Et voici le troisième thème, le rôle du gouvernement fédéral. Et pour amorcer ce segment, voici une première question qui vous sera posée par le journaliste Sébastien Lacroix du Nouvelliste. Au début avril, nous apprenions que Santé Québec ferait face à un manque à gagner de 3,6 milliards de dollars. Dans un contexte de difficultés financières des provinces et d'une réduction depuis plusieurs décennies de la part du financement fédéral en santé, que devrait faire le gouvernement fédéral pour appuyer le système de santé? La question s'adresse dans un premier temps à M. Gagnon. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant.
C'est certain que moi, je pense qu'on va aller de l'avant avec le service de l'assurance dentaire qu'on a déjà eu grâce au NPD dans le passé. C'est pas en coupant ce service-là qu'on sait que 500 000 Québécois ont déjà pu en profiter, des gens de plus de 65 ans, mais moi, mon but, c'est de rendre ça accessible pour tout le monde au Canada. Personne n'a les moyens d'aller chez le dentiste, mais dans d'autres pays, c'est quelque chose de totalement normal. Et je trouve que malheureusement, les gens coupent un petit peu trop là-dessus. Et je comprends qu'on n'a pas l'argent pour ça, mais c'est pas en enlevant ce service-là au gouvernement que ça va aider. Merci, M. Gagnon. M. Plourde. Ben, en santé, chez les soins, le Canada n'a pas de juridiction, donc la seule chose, c'est les transferts d'impôts. Rendu là, moi, ce que je préconise, c'est tout simplement de se mêler de nos affaires, de laisser Québec gérer les choses, puis d'arrêter de s'immiscer dans la loi sur la santé en donnant des irritants, notamment pour la santé au privé. Puis laisser les provinces, la CAQ a essayé d'y aller dans le privé, puis le fédéral leur a mis le bâton des roues. Merci, M. Plourde. On y va maintenant avec M. Plamondon. Bien, écoutez, les transferts en santé devraient être augmentés régulièrement plus que 3 %. À l'occasion, c'est 3 %, d'autres années, c'est rien. Avant, c'était 50 % que le fédéral donnait pour la santé, et ça a tombé à 25 % sous Paul Martin. Ensuite, ça a baissé encore et c'est rendu moins que 25 %. Tous les gouvernements libéraux ont refusé d'indexer à juste titre les transferts en santé. Merci, M. Plamondon. La parole est maintenant à M. Lapierre. On ne baissera pas les transferts, on va assurer une stabilité justement dans ces transferts-là et à long terme aussi. On va développer, avec l'aide des gouvernements provinciaux et territoriaux, les soins à domicile. Donc, on va les aider là-dedans, et les soins communautaires aussi. Les soins communautaires sont souvent à côté, là, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment la première entrée dans tous les services. Merci, M. Lapierre. Et maintenant, M. Tousignan, c'est à vous. Vous avez 30 secondes. Merci. Je ne pense pas qu'on peut répondre nécessairement facilement à cette question-là parce que c'est un enjeu qui est géré par les chefs, par les chefs de parti, par les ministres de la Santé. Mais oui, je crois qu'il doit y avoir une meilleure synergie entre le gouvernement du Québec, par exemple. C'est un exemple, parce qu'il y a d'autres provinces aussi en passant, là. Mais entre le Québec et le Canada. Donc oui, ça prend une synergie pour voir où est-ce qu'on pourrait sauver de l'argent. Finalement, ça va aider. Merci, M. Tousignan. Alors, on passe maintenant à nos segments de débat de 30 minutes. La parole sera, pour débuter tantôt, à M. Plamondon. Et on vous invite à répondre à la question du journaliste de VIA 95, Alex Drouin. Lorsqu'on tente de joindre un des services du gouvernement fédéral, il est toujours difficile de parler à un fonctionnaire. En mettant de plus en plus de services en ligne, le gouvernement accentue la fracture numérique, notamment pour les aînés. Aussi, les bureaux de poste offrent de moins en moins de services à la population. Comment allez-vous rapprocher le gouvernement fédéral et des citoyens Comment allez-vous rapprocher le gouvernement fédéral des citoyens qui ont l'impression d'être abandonnés par Ottawa? M. Plamondon. Si vous avez de la difficulté à rejoindre un fonctionnaire, appelez votre député, premièrement. Chez nous, en tout cas, à mon bureau, ça ne dérougit pas. Mais c'est vrai ce que vous dites pour ce qui est du reste. C'est une cacophonie, souvent, qu'on retrouve à la fonction publique. Et il y aurait moyen, d'abord, de respecter les juridictions. Ça aiderait énormément. Et on aurait, quand on a mis le programme pour les dents, je ne sais pas combien de téléphones j'ai eu pour essayer de comprendre le système de la part de citoyens. M. Tousignan, réagissez-vous à ces propos-là? Non. Pas rien à dire là-dessus. Oui, mais en fait, désolé, j'ai perdu. Aucun problème. On peut passer à quelqu'un d'autre va intervenir. M. Plourde. C'est de rationaliser, puis c'est de peut-être emmener plus de fonctionnaires en région, justement. Puis justement, vu qu'ils sont en télétravail, beaucoup ont déménagé en région. Donc, c'est de rationaliser, de les amener, puis on les rapprocherait justement peut-être plus près des citoyens. M. Gagnon. Je pense que mon confrère a entièrement raison là-dessus. Il faut vraiment aller de l'avant avec justement des fonctionnaires un petit peu plus en région. Cependant, pour avoir ça, il faut avoir du service. Il faut avoir du service, il faut avoir une couverture qui a de l'allure aussi.
Pour faire du télétravail comme ça, il faut aller de l'avant justement avec une meilleure couverture de la région. Et aussi, pour pas qu'on perde nos services comme service postal, il faut se battre aussi pour justement que ça reste ouvert. Parce qu'une communauté, un petit village qui n'a plus d'épicerie, qui n'a plus d'église, qui n'a plus de service postal, ça fait longtemps, puis après ça, ça s'en va en déclin, malheureusement. Merci, M. Gagnon. M. Lapierre. Écoutez, ça prend une efficience en réduisant, exemple, je vais faire un parallèle avec l'agriculture, là. C'est rendu que les agriculteurs et agricultrices, c'est des comptables, des secrétaires, écoutez, là, c'est l'enfer. Donc, une meilleure efficience. Et rendre responsables les personnes y travaillant. Donc, la journée qu'il va y avoir un fonctionnaire qui va être responsable de dire oui, non, et c'est vraiment moi qui a fait ce choix-là, de dire oui ou non, on va arriver avec une meilleure efficience aussi parce qu'il va y avoir un non au bout de la ligne. Merci, M. Tousignan, je pense. Oui, moi, je parlais tout à l'heure, je voulais parler, de la présence du député dans la région. Puis je ne peux pas critiquer. Monsieur Plamondon, il était un député qui était très présent dans les dernières années. Mais c'est ce qu'il faut continuer à faire. C'est ce qu'il faut continuer à faire. Il faut être présent, il faut être avec les acteurs du milieu pour connaître leurs préoccupations. À toutes les semaines, ça prend une réunion. Même si ce n'est pas en présentiel, ça peut être à distance. Mais comment rendre l'appareil plus efficace en 10 secondes? Monsieur Plamondon, vous avez été interpellé. Ah, mais je suis content du compliment qu'il vient de me faire, bien sûr. Et je suis d'accord avec vous que le travail du député, c'est réunion par-dessus réunion, mais c'est surtout écoute par-dessus écoute. Merci, M. Plamondon. Donc, on est toujours sur le thème du rôle du gouvernement fédéral. On initie une nouvelle période de discussion de 3 minutes avec cette question de Marie-Ève Veillette, journaliste au Courrier Sud. Dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'augmenter, les seuils actuels de l'assurance-emploi s'avèrent insuffisants pour couvrir les besoins essentiels, en particulier pour les travailleurs à faible revenu ou en situation de maladie. Devant cette réalité, que proposez-vous pour adapter le régime de l'assurance-emploi, notamment en ce qui concerne l'admissibilité au congé de maladie? Et plus largement, envisagez-vous une réforme des prestations fédérales afin d'assurer un revenu digne à toutes les personnes vivant au Canada? La parole est à M. Tousignan. Oui, on attend toujours les plateformes, autant du Parti libéral que du Parti conservateur, mais il y a qu'on va avoir au cours de la semaine prochaine, pardon, mais on va avoir l'extension des programmes pour l'assurance-emploi, incluant pour des personnes victimes de certains crimes aussi, il va y avoir des compensations additionnelles, ce qui est très bien, et les femmes, pour les congés de maternité, pardon. D'autres voudraient réagir sur ce sujet? Monsieur Plourde. Monsieur Plourde, oui. Bon, OK. Donc, c'est ça. Donc, on a déjà, nous autres, au Parti conservateur, M. Jacques Gould qui avait présenté une motion. Peut-être que M. Plamondon pourrait me dire si ça avait été accepté. Puis je ne me rappelle pas si ça avait été accepté. C'était pour des maladies graves. On avait déposé un projet de loi permettant 52 semaines de chômage. Ça, c'est nous. C'est nous, c'est M. Gould qui a fait ça, M. Plamondon. Oui, après, on était 2 partis qui avaient fait ça. C'est M. Gould. 52 semaines qu'on demandait pour l'assurance-emploi pour les gens qui... l'assurance maladie, l'assurance-emploi maladie, ça a duré et ça a fini qu'on a obtenu 26 semaines plutôt que 15 semaines comme c'était le cas. M. Gagnon veut intervenir. M. Gagnon. C'est certain que nous, le NPD, on a réussi quand même à faire une allocation de 500 $ en fait pour justement aider les gens à payer leur loyer. C'est sans compter aussi bien entendu l'assurance dentaire que tous les Canadiens profitent actuellement. C'est certain aussi qu'on a mis en place un programme national pour l'assurance médicaments, les contraceptifs, excusez-moi, et aussi, là, justement, là, les gens qui souffrent du diabète. Cependant, moi, je voudrais être le premier candidat, peut-être député, à proposer aussi que tous les soins féminins, je parle services hygiéniques, soient payés. Ça coûte cher être une femme, bref, fait que je vais être le premier à proposer ça. Donc, le chômage, M. Lapierre, puis après ça, peut-être une relance rapide. Bien, au niveau de l'assurance-emploi, là, les personnes qui sont en rémission de cancer, qui sortent là, au niveau de la radiothérapie, tout ça, là, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, il faut soutenir les gens dans la maladie aussi. Donc, il faut prendre ça en considération. M. Plot. Donc, M. Lapierre, vous allez être d'accord avec la proposition du Parti conservateur que M. Plamondon nous a dit qu'il n'a pas passé, que c'était 52 semaines. Donc, vous allez être d'accord avec moi que c'est ça que ça prend, 1 an, pour des gens en situation de maladie grave.
Et même plus aussi. Monsieur Tousignan, s'il vous plaît. Oui, le délai de carence, c'est important, j'ai envie d'en parler, là, qui était d'une semaine, va être annulé pour des mesures cette année, pour l'assurance chômage, pardon. Monsieur Lapierre, vous êtes correct? Question rapide. Une nouvelle PCU, ça vaudrait-tu la peine pour les nouveaux les travailleurs qui vont perdre leur emploi bientôt? Ça peut être donné un exemple. Pendant la PCU, c'était 500 $, quel que soit votre salaire. Alors ça a aidé énormément. Monsieur Plante? Non, si c'est encore mal géré, comme le gouvernement fédéral de M. Trudeau l'a fait. C'est terminé pour cette section. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est maintenant l'heure d'aborder notre 4e thème, le développement des communautés. Et voici la première question. Vous aurez à tour de rôle 30 secondes pour y répondre. Je donne la parole à Alex Drouin. Avec la situation économique actuelle et la forte inflation des dernières années, il ne serait pas surprenant de voir des personnes âgées devoir travailler plus longtemps pour arriver à joindre les deux bouts. Comment comptez-vous aider à améliorer la situation économique des aînés? La question s'adresse dans un premier temps à M. Plourde. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Très facile. On a une proposition sur la table. Actuellement, c'est à 24 000 qui sont imposés, tout le monde. On augmente de 10 000, spécialement pour les aînés de 65 à 73 ans. On fait un report pour qu'ils puissent décaisser de 71 ans à 73 ans pour tout ce qui est pension de vieillesse. Et puis, toute la sécurisation et des augmentations au niveau de la sécurité de vieillesse, la pension de vieillesse. C'est aussi simple que ça pour nous. Merci, M. Plourde. On y va avec M. Plamondon. Oui, exactement. C'est absolument nécessaire que les gens puissent, je suis d'accord en partie avec ce que les conservateurs disent. Nous, ce qu'on dit pour les aînés, c'est qu'on doit augmenter la permission de travailler après 65 ans sans impôt. Alors, par exemple, on permet 5 000 $. Alors, on pourrait augmenter à 10 000 $, par exemple. Et ça amènerait énormément de gens à travailler à temps partiel. Merci, M. Plamondon. C'est terminé déjà. Autour de M. Lapierre. 30 secondes. On s'en va vers cette lignée-là, tout de même, en modifiant le seuil d'imposition fédérale. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, 40 000. Donc, oui, ça va aider les gens en partant, les personnes, les aînés, les personnes âgées, peut-être à travailler un peu plus. On a besoin d'eux, hein? On a besoin d'eux. Donc, on sait que les gens ont hâte à leur retraite, mais on a besoin de vous. Merci, donc, pas d'impôt fédéral à payer. Merci, M. Lapierre. Et M. Tousignan, vous avez 30 secondes. Oui, M. Carnet a été clair là-dessus concernant l'aide aux aînés, le FER, le Fonds d'épargne retraite. Donc, le montant minimum qui doit être retiré par année a été baissé de 25 va être baissé de 25 pardon. Et on va ajouter aussi, pour le surplus de revenus garantis, régime garanti de 800 $ par personne à partir de ce mois-ci. Merci, M. Tousignan. Merci, M. Tousignan. On termine avec M. Gagnon. En fait, moi, le NPD, c'est sûr qu'on irait de l'avant en supprimant la TPS sur les produits de base comme l'électricité, en fait, les produits domestiques, les vêtements, ainsi de suite, la nourriture. C'est certain aussi qu'on aurait un contrôle sur le prix des logements en région, surtout quand on sait que les personnes âgées, la population est vieillissante. Ils habitent la plupart du temps dans des résidences pour personnes âgées. Et le prix, c'est exorbitant. Fait que nous, on aimerait ça un meilleur contrôle. Merci, M. Gagnon. Merci à vous tous. On passe maintenant à un premier débat de 3 minutes qu'on débute avec cette question de Marie-Ève Veillette. Le Canada fait face à une crise du logement sans précédent et notre région n'est pas épargnée. La pénurie de logements s'aggrave, les coûts des loyers explosent et le phénomène de l'itinérance prend de l'ampleur, même ici, sur la Rive-Sud. Dans ce contexte préoccupant, quelles actions votre parti entend-il prendre pour accélérer la construction et la rénovation de logements sociaux, communautaires et coopératifs? Et quelles mesures concrètes pouvez-vous proposer pour garantir à chaque personne un logement décent, stable et abordable d'ici la fin de votre mandat? La parole est à M. Lapierre. Premièrement, l'abordabilité, c'est quoi? Hein? Donc, il va falloir définir des règles claires en ce qui concerne abordable. Ensuite de ça, on ne doit pas payer plus que 30 % de notre revenu. Hein? Une paye, généralement, là, c'est supposé payer le loyer. Là. On va construire des loyers accessibles, abordables, et on va faire le plus gros investissement depuis les années 70 en construction. Donc, on va reprendre la construction. M. Plourde? Bien, nous autres,
Notre créneau, c'est justement de faire pression sur les municipalités et partout au Canada, et puis de donner du mérite à ceux qui ouvrent les valves au niveau d'un guichet unique, faire des constructions. Ça inclut évidemment tout ce qui est les logements sociaux. Donc, plus ils vont en construire, plus ils vont obtenir de l'aide financière. D'autres veulent réagir sur ce sujet. M. Tousignan. Oui, M. Carney a été clair là-dessus. En fondant Maison Canada, on va faire 500 000 nouvelles portes dans le Canada. On va aussi travailler pour faire des modifications dans le Code national du bâtiment, par exemple, pour avoir des maisons qui coûtent moins cher à construire et en utilisant le bois canadien. Donc, c'est une manière aussi d'utiliser le bois qu'on ne vend plus aux États-Unis. Là. M. Gagnon. C'est certain que nous, le NPD, ce qu'on veut, c'est créer vraiment environ 2 millions d'appartements partout au Canada. C'est vraiment un manque qu'on a dans toutes les régions et provinces du Canada. C'est certain aussi que moi, j'irais de l'avant avec la création d'offices d'habitation, des coopératives. Les gens n'ont pas mis ça dans... Excusez-moi, le gouvernement n'a pas mis les pieds là-dedans depuis 1994, qui est quand même là, un long bout, là, selon moi. Il faut vraiment créer. Il faut recycler aussi ce qu'on a. On a déjà des belles infrastructures. Malheureusement, c'est souvent mis de côté. Merci, M. Gagnon. M. Plamondon voulait prendre la parole. Avec les terrains qui sont disponibles et presque abandonnés par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, on pourrait prendre ces terrains-là, les offrir à des contracteurs gratuitement, si bien que le coût de la construction des blocs appartements serait beaucoup moins dispendieux, mais avec un engagement que, à la fin de la construction, le logement soit à prix raisonnable et à prix abordable pour l'ensemble de la population. Alors, ce serait un moyen de motivation pour pouvoir... Monsieur Tousignan. Oui, totalement d'accord avec M. Plamondon là-dessus. Il faut éviter la spéculation et que tous les gens puissent rester avec un prix abordable. D'autres veulent intervenir? C'est quoi? M. Lapierre, oui. M. Lapierre, oui. C'est quoi abordable? Moi, j'ai juste cette question-là. M. Plourde? Moi, je m'aurais fait un bémol sur la mesure libérale de les jouer dans le code du bâtiment puis d'obliger un certain type de matériaux. C'est une mise au point qui arrive à point parce qu'on est déjà terminé. M. Plourde, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on y va tout de suite avec... une autre période d'échange qui porte sur le rôle du gouvernement fédéral. Et voici la question qui vous a été préparée par Sébastien Lacroix. La circonscription comprend 2 communautés autochtones à Odanek et à Willinak. Comme les affaires autochtones sont avant tout de compétences fédérales, croyez-vous que davantage de pouvoir et d'argent devraient être transférés à nos communautés abénaquises pour favoriser leur autodétermination? Et on débute ce segment en donnant la parole à M. Gagnon. Bien, étant moi-même Innu de Mastayache au Lac-Saint-Jean, je pense que oui, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait aider premièrement nos communautés, comme par exemple dans le service de police, que malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de fonds pour justement se protéger également là-dedans. Et c'est certain aussi que ça va veiller aussi aux intérêts justement de notre communauté et ça va revenir tôt ou tard dans la circonscription. C'est certain aussi que chaque communauté est différente d'une province à l'autre ou même d'une région à l'autre. C'est certain que moi, ce que je vis, c'est vraiment la fierté autochtone. Malheureusement, je trouve qu'on n'est pas assez mis de l'avant là-dedans. Les gens aussi ont beaucoup de jugements par rapport aux communautés autochtones et sans connaissance de cause. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet, M. Plourde? Bien, c'est de les inclure dans la décision. Nous, au Parti conservateur, tous les grands projets énergétiques, manufacturiers, puis qui sont à proximité d'une réserve. On veut qu'ils soient carrément en territoire, qui doivent pouvoir participer au profit, participer aux décisions. Peut-être M. Tousignan? Oui, je pense que le gouvernement libéral a été le gouvernement qui a voulu faire un rapprochement avec les communautés. Et puis, il faut que ça continue. Moi, en intervention d'urgence, j'ai travaillé, j'ai instauré les services d'incendie sur plusieurs communautés amérindiennes dans le nord du Québec, autochtones, pardon, et au Nunavik. J'ai eu à vivre ça. Et justement, il faut les laisser faire. C'est des aides pour nous, ça, en intervention d'urgence. M. Plamondon et ensuite M. Lapierre. Oui, je pense que Odanak est un exemple pour plusieurs communautés. On y retrouve même un cégep, c'est unique dans tout le Québec. Et il y a aussi des résidences pour étudiants, des résidences aussi à prix modique
pour les visiteurs, pour les gens qui peuvent y résider temporairement venant de l'extérieur de la réserve. Merci, M. Je ne ferai pas un cours d'histoire, cependant, moi, j'ai vécu entouré d'Inuits aussi, là, au Achat-Macmaliatanam. Et je peux vous dire une chose, qu'ils ont besoin de nous, qu'on les supporte. Hein. Donc, nous, entre autres, la réconciliation ne se limite pas seulement à un jour férié là, ou des mots dans un document, tout au contraire. On doit apprendre avec eux, faire des décisions avec eux de nation en nation. Merci, M. Lapierre. Question de relance rapide. Bon, le casino de Wallinac est implanté depuis quelques années sans autorisation du gouvernement du Québec, alors que des droits ancestraux sont évoqués pour justifier le droit d'implanter une maison de jeu. Est-ce que l'autonomie des Premières Nations doit aller jusque-là? Rapidement, tour de rôle. Oui, M. Gagnon. Moi, c'est certain que là, on vise avec un regroupement qui est quand même, au point de vue financier. C'est certain que c'est très bon pour Wallinac. Je peux comprendre qu'il y aurait des retombées économiques. Cependant, je pense qu'on devrait avoir un meilleur encadrement avec... Quelqu'un d'autre, merci. Quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? Leur territoire, dites-vous que, là, plusieurs années, c'était eux qui étaient ici, c'est nous qui sommes intrus, finalement. Donc, travaillons avec eux. Là. On veut un Québec autonome, bien, les réserves autochtones doivent être également autonomes. Merci pour ce tour de table. Nous sommes déjà rendus au dernier thème, imaginez-vous, de cette émission, agriculture et environnement. Et pour poser une première question, je passe la parole à Marie-Ève Veillette. Le système de gestion de l'offre est sous pression depuis quelques années. Des brèches ont notamment été ouvertes lors de négociations commerciales et le président américain Donald Trump multiplie les critiques à son égard depuis son retour à la Maison-Blanche. Le système a ses détracteurs au pays également. Selon vous, la gestion de l'offre est-elle un système à défendre à tout prix ou, au contraire, qui pourrait être adapté aux réalités actuelles ou même aboli? La question s'adresse dans un premier temps à M. Plamondon. Vous avez 30 secondes pour répondre à ça. Oui, c'est court. Mais la gestion de l'offre est extrêmement importante pour la survie de nos villages. Et d'ailleurs, le Bloc a déposé un projet de loi qui a été voté par 80 des députés à la Chambre des communes. Et c'est rendu au Sénat, malheureusement, qui a bloqué là. Et qu'on va reprendre aussitôt qu'on rentrera à la Chambre. Nous allons redéposer notre projet afin que, avant d'aller négocier avec les États-Unis, qu'un message clair venant de la Chambre des communes soit entendu. Merci, M. Plamondon. M. Lapierre, à votre tour. La gestion de l'offre, je l'ai dit tout à l'heure, on va défendre ça bec et ongle. Cependant, et comme je disais hier aussi, lors de ma discussion avec la Fédération de l'UPA de la Montérégie, il y a 500 % d'augmentation depuis les débuts. Et c'était dans le contrat, là. Mais 500 % d'augmentation d'importation de livres de beurre au Québec. J'ai demandé à la Fédération, est-ce qu'on pourrait être autonome, nous, au Québec et même au Canada? Oui. Merci, M. Lapierre. À votre tour maintenant, M. Tousignan. Oui, Marc Carnet a été très clair là-dessus. Premièrement, c'est important de savoir que la gestion de l'offre, ça a été fait par un gouvernement fait libéral en 1972. On y croit encore autant et ce n'est pas sur la table de négociation. On ne touche pas à ça. Merci, M. Tousignan. M. Gagnon. Moi, c'est certain que moi, la gestion de l'offre, je trouve ça un peu scandaleux quand on sait que les libéraux ont donné environ 3,5 % de notre marché laitier aux Américains. Fait que ça veut dire que notre lait d'ici, en fait, il est désavantagé par rapport à ça. Puis moi, je pense que les intérêts du gouvernement sont vraiment là avec le NPD pour justement répondre à la gestion de l'offre dans la région. Monsieur Plot. Content de savoir que les libéraux sont clairs aujourd'hui. Hier, ça n'avait pas l'air. La semaine passée, M. Carney a déclaré que c'était pas si important que ça, la gestion de l'offre, surtout pour les produits laitiers. Alors, nous, au Parti conservateur, c'est clair, net et précis. C'est là pour rester. On va la supporter bec et ongle avec zèle, avec beaucoup de zèle. Merci, M. Plourde. Donc, merci à tous. On passe maintenant à un premier débat de 3 minutes et c'est au tour de Sébastien Lacroix de vous poser une question. Dans le contexte où les changements climatiques entraînent de plus en plus de pertes et avec de nombreuses petites entreprises agricoles qui sont confrontées à des difficultés financières, que proposez-vous pour protéger les agriculteurs et les aider dans leur croissance? La parole est à M. Tousignan pour débuter ce débat. Oui,
Premièrement, on a des bonnes nouvelles sur le programme du Parti libéral. On va faire passer l'assurance prêt fédérale, je vais être clair avec ça, de 3 à 6 millions par ferme par année. On investit 200 millions pour la transformation alimentaire, pour être capable justement de transformer nos propres produits. Et ensuite de ça, 30 millions dans agri-marketing pour permettre de faire valoriser les produits locaux, les produits du Québec, du Canada. Monsieur Plourde, est-ce que vous aviez quelque chose à dire là-dessus? Ben, nous autres, c'est pas compliqué. C'est que tout ce qui est nouvelles technologies en agriculture, aussi le bio, c'est de l'exporter. Donc, encore une fois, la diversification fait partie de ça. Donc, c'est de les aider à développer de nouvelles technologies pour être compétitifs sur le marché international. Monsieur Gagnon? Moi, je pense sincèrement que ce n'est pas en prêtant plus d'argent aux producteurs d'ici que ça va s'améliorer. Pour venir d'une famille de producteurs, je sais c'est quoi. On peut se faire prêter 1 million, mais il faut quand même le rembourser, ce million-là. Puis c'est surtout avec de l'aide psychologique aux producteurs d'ici. Personne ne sait ça, mais en fait, c'est l'emploi où il y a le plus haut taux de suicide au Canada. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes, sont souvent abandonnés, pas de service. Puis moi, je trouve que la NPD se met le nez là-dedans pour justement aider les producteurs d'ici aujourd'hui. Également aussi, il faut penser à la relève. Moi, j'ai juste 33 ans. J'aimerais ça avoir une ferme avec mon conjoint. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre encore, moi et lui. Et c'est pas en demandant de l'argent au gouvernement que ça va arriver. Il faut vraiment faire la gestion de l'offre. Puis aussi, Monsieur Plamondon et Monsieur Lapierre par la suite. C'est certain qu'au niveau des fermes, il y a de plus en plus de demandes au niveau environnemental, de plus en plus d'exigences. Et cela, ils sont d'accord, les agriculteurs, mais ils veulent avoir une aide plus grande, précisément, pour pouvoir mettre en place ces exigences environnementales. Et souvent, le gouvernement fait la sourde oreille. Monsieur Lapierre. On va assurer au Parti vert un financement, justement, de la recherche scientifique à la hauteur des enjeux de durabilité là, et des besoins des producteurs. Il va falloir aussi s'assurer qu'ils soient formés avec tout ça. On va limiter le gain en capital imposable lors de dons ou de la vente. Monsieur Plourde. Bien, il y a aussi toute la paperasse que les agriculteurs, on a dans le bout du baie du Fer, on a des terres là, qui sont inondables. Puis à un moment donné, on peut-tu donner une réponse claire aux agriculteurs si vraiment il y a volonté qu'ils continuent à les exploiter? Puis au fédéral, d'arrêter d'exiger, comme c'est le cas en ce moment, d'avoir une étude qui est déjà faite à Québec, puis on la refuse parce qu'elle n'est pas fédérale. À un moment donné, ça suffit le dédoublement. Là. Merci, M. Plourde. Merci beaucoup. Et on passe déjà à notre dernière discussion du débat avec cette question. La parole est à Alex Drouin. D'une part, il y a la situation économique qui est difficile pour de nombreux citoyens. Et d'autre part, les conséquences des changements climatiques sont bien visibles. Alors, qu'est-ce qui doit être priorisé, l'économie ou l'environnement? Et on lance cette dernière période de débat avec M. Plourde. Les deux. Ça peut pas... On pense souvent que c'est opposé, mais on peut faire du développement économique tout en développant nos technologies au niveau de l'environnement puis améliorer les performances au niveau des émanations de l'air puis au niveau de la qualité d'eau. Donc, c'est pas incompatible, pas du tout. Puis nous, au Parti conservateur, c'est ce qu'on préconise, donner beaucoup d'argent sur les nouvelles technologies vertes. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ça, entre l'économie et l'environnement? Oui, c'est un peu comparable à ce qu'on parlait tout à l'heure avec les batteries. La transition, par exemple, de la batterie, des voitures à essence vers les batteries, ça ne se fait pas d'un coup. C'est la même chose. En agriculture, par exemple, on voudrait tous avoir de la culture bio. On ne peut pas faire cette transition-là toute la même journée. Là. On a besoin des deux industries. Donc, oui, il faut favoriser l'énergie verte, mais on ne peut pas le faire d'un coup. Il faut aider. Monsieur Lapierre? La transition énergétique est importante. On doit être là pour les entreprises et les industries. On doit les soutenir là-dedans. Ce n'est pas d'arrêter l'industrie, tout au contraire. Et d'amener les gens, les former et les conscientiser aussi. Ce n'est pas des pertes d'emploi, ce n'est pas des baisses de salaire non plus. Tout au contraire, c'est pour notre environnement. Et l'environnement n'est pas juste l'arbre, mais bien les gens qui font pousser l'arbre, la terre
et les industries, les entreprises qui font vivre aussi la personne. Monsieur Gagnon. Moi, c'est certain que, selon moi, dans la région, il faut vraiment y aller avec, mettons, la certification biologique. C'est bien beau, mais le gouvernement, il charge des frais exorbitants juste pour avoir le petit logo produit biologique. Fait que c'est pas accessible pour tout le monde, puis même les producteurs n'ont pas les moyens de payer cette certification-là. C'est certain que moi, j'irais de l'avant avec, justement, une création où est-ce que les produits biologiques sont accessibles pour tout le monde, et aussi, accentuer aussi l'agrotourisme dans la région, parce que, malheureusement, je trouve qu'on ne connaît pas assez notre région et nos producteurs d'ici. Merci, M. Gagnon. On va laisser la parole à M. Plamondon, qui n'a pas parlé là-dessus encore. Environnement, économie. Ça va ensemble. Et je pense que là, le soutien gouvernemental manque au niveau de cela. Les agriculteurs, je le disais tout à l'heure, veulent absolument se conformer aux directives environnementales, mais les coûts sont astronomiques et aussi l'équipement nécessaire souvent pour mettre en place ces mesures environnementales-là, eh bien, ces équipements-là, ça veut dire encore de l'endettement pour les fermes, surtout nous avons des fermes familiales. Merci, M. Plamondon. M. Tousignan, il reste 15 secondes. Oui, tout à l'heure, je n'avais pas eu le temps, mais je voulais vous parler aussi du prêt que Marc Carney a annoncé, qui est passé de 500 000 à 1 million pour les fermes, pour les jeunes fermiers aussi qui veulent reprendre la ferme familiale. C'est pas toujours facile. Merci, M. Tousignan. Merci à vous 5 et merci de votre collaboration tout au long du débat. On termine maintenant avec les déclarations de conclusion de chacun des candidats. Comme tout au long du débat, c'est un tirage au sort qui détermine l'ordre de la prise de parole. Alors, on débute avec M. Plourde, qui sera le premier à parler. Au niveau national, je vous dirais qu'on ne peut pas réparer une maison qui craque de partout en appliquant les mêmes mesures qui ont causé les dommages, savoir les libéraux. Il faut une mesure choc, il faut un changement, arrêter de se mettre la tête dans le sable, s'occuper de nos affaires. Oui, il faut défendre nos intérêts avec les pays étrangers, mais il faut aussi et surtout réparer la maison de l'intérieur, la reconstruire, redonner espoir à nos enfants et à tous les Canadiens. Plaçons le Canada d'abord, plaçons le comté d'abord. Merci, Oléoné. Merci, M. Plourde. Et de la même façon que M. Plourde vient de le faire, M. Gagnon, que dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 28 avril? Moi, c'est certain que je me vois comme la version masculine de ma collègue Ruth Hélène. Je suis là pour me représenter au niveau des producteurs d'ici, défendre les intérêts de la région. Également, mon petit côté Lac-Saint-Jean va venir apporter le petit nouveau. Je pense qu'on a besoin de la petite jeunesse dans la région. Et je suis là, je suis dynamique, quelqu'un aussi accessible. Et je suis vraiment là pour vous, pour tous mes concitoyens, sans problème. Maintenant, M. Tousignan, que dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 28 avril? Vous avez 30 secondes. Oui, nous vivons un moment déterminant pour le Canada, le Québec et aussi le comté. Le temps est venu d'assurer notre autonomie économique et alimentaire. Je vais travailler main dans la main avec les municipalités, les organismes communautaires, les entrepreneurs et pour améliorer concrètement nos conditions de vie. C'est une élection historique. Votez en grand nombre pour une région inclusive et forte. Je serai la voix de la région au sein d'un gouvernement fort. Merci, M. Tousignan. M. Lapierre, à votre tour, que dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 28 avril? Merci. Le Parti vert du Canada propose 12 lignes directrices avec des actions concrètes concernant, entre autres, l'abordabilité, excusez-moi, ce qu'on a parlé tout à l'heure, les menaces des États-Unis et l'agriculture. Je sais aussi que la haine existe au Canada et qu'elle se propage rapidement. Cependant, l'espoir et le courage peut se propager aussi rapidement entre nous. Merci, M. Lapierre. Et on termine avec M. Plamondon. Que dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 28 avril? Je me présente à nouveau pour une 13e fois devant vous en vous demandant de me réélire comme député. Et je m'engage, je suis déterminé à bien vous représenter à Ottawa au sein du Bloc québécois. Et je m'engage également à être encore aussi présent, aussi actif et aussi à l'écoute de vos préoccupations. Continuons ensemble cette belle complicité que nous avons eue au fil des ans. Merci, M. Plamondon. Alors, tout se termine sur cette note. C'est ce qui conclut le débat.
Ce débat entre les principaux candidats dans Bécancour, Nicolette, Sorel, Alnon-Bac pour les élections fédérales du 28 avril. Dans un premier temps, je souhaite remercier les candidats qui ont participé à cet exercice d'aujourd'hui et je pense qu'on peut les applaudir à ce moment-ci. C'est bien que tu as parlé d'inclusion. Et je veux aussi remercier un merci tout particulier aux journalistes qui étaient avec nous aujourd'hui. Alex Drouin de VIA 95. Merci. Marie-Ève Veillette du Courrier Sud. Merci. Et Sébastien Lacroix du Nouvelliste. Merci à vous trois. Merci à vous trois. Nos remerciements vont aussi à l'équipe éditoriale qui a œuvré en ma compagnie à la sélection des thèmes et des sujets abordés, en plus de nos trois journalistes. Merci à Louis-Martin McCardle de VIA 95, Méranie Roy de la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec, David Blais de la CDC de Nicolette-Yamaska et Anthony Dehaye de la CDC de Bécancour. D'ailleurs, merci aux deux CDC de la Rive-Sud pour leur contribution financière à la production de ce débat. Merci à l'équipe de production radio, à l'équipe de captation télé de 5600K Productions, autant ici au club de golf Godefroy qu'en studio chez VIA 95. Merci au club de golf pour son accueil. Nous vous invitons à suivre tous les développements de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin sur les ondes de VIA 95, ainsi que sur les sites de VIA, du Courrier Sud et du Nouvelliste. Vous pourrez vous prévaloir de votre droit de vote lors des 4 jours de vote par anticipation du 18 au 21 avril ou le jour du scrutin, le lundi 28 avril. Ici Marc Rochette, merci de votre attention et à la prochaine. C'était Élections fédérales 2025, le débat. Une production de VIA 95 en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec.